Pourquoi tant d'histoires ? On retrouve Christophe Dickès. Chers amis, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce. Alors, j'ai une annonce importante à vous faire, je pense que vous la connaissez déjà, vous le savez, ce podcast vous est offert par le magazine Histoire et Civilisation et comme tout ce qui est offert est gratuit, eh bien, vous pouvez donc l'écouter librement. Cependant, derrière ce podcast, il y a des professionnels, webmasters, journalistes, correcteurs, etc. Et nous ne pourrons continuer cette aventure que si vous nous soutenez, non pas notre association, mais cette équipe de professionnels avec qui je travaille chaque semaine. Alors comment nous soutenir ? C'est très simple. Rendez-vous chez votre marchand de journaux le plus proche, achetez Histoire et Civilisation, ou mieux, rendez-vous sur le site histoireetcivilisation.com afin de vous abonner d'avance. Merci. Alors nous avons hésité assez longtemps sur le titre à donner à cette émission. Faut-il, nous, professionnels de l'histoire, détester Dumas ? Faut-il le bannir ? Allusion évidente à ces romans historiques qui ont marqué tant de générations et qui continuent de le faire. Vous l'aurez compris, nous allons nous intéresser moins à la vie d'Alexandre Dumas qu'à son rapport à l'histoire. Et nous allons le faire avec Isabelle Zaffa. Isabelle Zaffa, bonjour. Bonjour Christophe Dickès. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous nous venez de Lille, agrégé de lettres modernes et docteur en littérature française, professeur en Cannes au lycée Notre-Dame de la Paix à Lille. Vous venez de publier aux presses universitaires de France une petite biographie d'Alexandre Dumas, les toutes nouvelles biographies des presses universitaires de France. Et je dois citer aussi votre thèse de doctorat qui normalement sera publiée l'année prochaine chez Honoré Champion, prestigieux éditeur. Du temps retrouvé au temps réfléchi, enjeu idéologique et narratologique de la mise en roman de l'histoire dans l'œuvre d'Alexandre Dumas père. Donc ce livre fera 623 pages et sera donc publié l'année prochaine. Alors, étrangement, Isabelle Zaffa, Dumas n'a jamais reçu de consécration institutionnelle, ni élu à l'Académie, ni élu à l'Assemblée nationale. Il y avait une injustice à réparer. Vraisemblablement oui, puisque lorsque son fils, Alexandre Dumas fils, donc entre à l'Académie à la fin, dans les années 1870, dans son discours de réception, il s'adresse à ses confrères et il leur dit que vraisemblablement s'il est là, c'est que l'honorable assemblée sentait qu'il y avait quelque chose à réparer en la personne du fils à l'égard du père. Donc il en a déjà conscience. Il en a déjà conscience, mais jusqu'à aujourd'hui, finalement, la postérité d'Alexandre Dumas est très populaire, mais sur le plan académique, il y a, on va dire qu'on ne se pinçait pas le nez, mais il y avait un manque de reconnaissance académique. Absolument, si, vous pouvez tout à fait le dire. On se pinçait le nez. J'ai pu en faire les frais quand j'ai commencé ma thèse, parce qu'à l'époque, quand je disais que je travaillais sur Alexandre Dumas, alors qu'on m'avait demandé avec enthousiasme quel était mon champ de recherche, je m'entendais répondre un petit peu désappointé. Heureusement, les choses ont changé depuis 20 ans. D'une part, grâce au travail colossal entrepris par Claude Chope, qui est le monsieur Dumas, d'une certaine façon, le grand spécialiste d'Alexandre Dumas, qui a édité quasiment tout ce que Dumas a écrit, qui a mis au jour des manuscrits inédits, qui a été extrêmement actif dans la Société des Amis d'Alexandre Dumas pour mettre Alexandre Dumas sur le devant de la scène et qui a beaucoup facilité justement les études universitaires et un renouveau des études universitaires sur Dumas en mettant ses textes à disposition. On a aussi eu de très belles thèses, de très belles recherches qui permettent de dire qu'aujourd'hui la situation n'est plus la même qu'il y a 20 ans et que Dumas a maintenant une reconnaissance universitaire. Même si elle n'est pas aussi établie que celle d'un Balzac ou d'un Hugo, on peut dire que quand même la situation s'est améliorée. Deuxième chose, il y a eu quand même la panthéonisation en 2002, panthéonisation au cours de laquelle le président Chirac, donc à l'époque, a explicitement dit qu'il s'agissait de réparer une injustice. Alors, ce qu'il y a d'étonnant, c'est de voir que, en lisant votre livre, on voit que Dumas n'est pas du tout un homme isolé dans sa tour d'ivoire. Il est véritablement un fils de son siècle, un fils de l'histoire. Absolument. J'ai envie de dire, justement par filiation pour commencer, puisqu'il est le fils du général Dumas. C'est quelque chose à quoi on reviendra peut-être. Et c'est parce que toute sa vie, et très tôt, il a été confronté
aux événements historiques et d'une certaine façon, ça lui a permis de développer très jeune une conscience historique. Il le dit dans ses mémoires, il raconte par exemple que vers l'âge de 12 ans, il a vu Napoléon passer et repasser avant et après Waterloo parce qu'il habitait Villers-Cotterêts et que il se trouve que le convoi de Napoléon passait par là. Et donc, même si c'était des visions un peu épiques, si vous voulez, assez tôt, il a eu cette conscience que l'histoire était quelque chose d'important, que ça avait une influence sur tous les Français. Et assez vite, il a eu envie de jouer un rôle. Sans doute, là encore en lien avec l'héritage paternel, puisque la figure héroïque du père conditionne pour toujours le rapport de Dumas à l'histoire. C'est très important de voir que le 19e siècle a une conscience renouvelée de l'histoire et que le récit républicain, en quelque sorte, se substitue à la conception providentialiste, par exemple, d'un Bossuet. Un nouveau récit est à écrire et Dumas voulait participer à cette écriture ? Absolument. C'est-à-dire que Dumas s'intéresse à l'histoire dans un contexte où, après la Révolution française, en effet, une nouvelle génération d'historiens, emmenée notamment par Augustin Thierry, commence à se dire que jusqu'ici, il n'y a que des chroniques et des hauts faits de personnages importants. Et que le peuple qui donne l'impression, comme ça, d'avoir surgi sur le devant de la scène au moment de la Révolution française, le peuple existe depuis bien plus longtemps, bien évidemment, et que ce peuple n'a pas d'histoire. Et qu'il est temps de faire l'histoire de ce peuple et de cette nation française. Et donc, Dumas s'inscrit pleinement dans ce courant-là en tant qu'homme de lettres, pas en tant qu'historien, mais il s'inscrit pleinement dans ce courant-là, et dans cette idée que, vous parlez d'histoire providentialiste tout à l'heure, il y a une conception providentialiste de l'histoire chez Dumas et chez ses historiens libéraux, mais ce n'est pas un providentialisme au sens où l'entend Bossuet, puisque leur providentialisme est animé par l'idée de progrès, pas par la plus grande gloire de Dieu, mais par l'idée que il y a un sens de l'histoire, que cette histoire est vectorisée par le progrès et que la Révolution est une des étapes majeures dans la consécration dans cette marche, si vous voulez, vers le progrès, que ça passe évidemment, je dis évidemment pour quelqu'un comme Dumas, par l'avènement de la République et par le fait que le peuple ait des droits. Est-ce que l'histoire doit être épopée au XIXe siècle ? Oh oui. Oui, que ce soit d'ailleurs pour un Chateaubriand qui n'est pas républicain, qui est monarchiste, que ce soit pour un Dumas, que ce soit pour un Michelet, l'histoire est épopée. La question, c'est de savoir qui est le héros de cette épopée. Pour Dumas comme pour Michelet, c'est le peuple. C'est le peuple le héros, même si chez Dumas, alors je dis pour Dumas comme pour Michelet, évidemment il y en a un qui est historien et l'autre pas, hein, je ne voudrais pas donner l'impression aux historiens que je confonds, mais chez Dumas, ce qui est très intéressant, c'est que dans son œuvre, il y a d'abord des héros individuels, voire individualistes, comme Monte Cristo, oui. Et que progressivement dans son œuvre, notamment sous l'influence de Michelet, qu'il a énormément lu, qu'il admire énormément et auquel il a écrit pour lui demander des informations quand il en avait besoin, on passe à des collectifs et à des héros qui non seulement travaillent pour le collectif, mais qui œuvrent en lien avec d'autres, de manière collective, comme typiquement, je dirais qu'on va du Comte de Monte Cristo au Mohican de Paris. Est-ce que les Français eux-mêmes aiment l'histoire à cette époque ? Ils commencent à s'y intéresser précisément au lendemain de la Révolution. Ça correspond à un moment où il y a les premiers musées. Au sens, alors je dis au sens moderne du terme, mais évidemment je fais un énorme raccourci, mais c'est un moment où les pouvoirs publics entreprennent de recenser, de répertorier les monuments historiques. Quelqu'un comme Prosper Mérimée, par exemple, travaille à une commission qui a permis de recenser et de sauver de la ruine, finalement, un certain nombre de monuments historiques, que ce soit Notre-Dame de Paris, pour les exemples les plus connus, ou l'abbatiale de Conques, par exemple. Et donc il y a ce mouvement-là. Il y a le fait que on ouvre des monuments nationaux précisément pour intéresser le grand public au passé national. Et c'est aussi un moment où on commence à publier énormément de mémoires, qu'ils soient apocryphes ou pas, de mémoires qui donnent l'impression au grand public d'avoir accès un petit peu aux coulisses de la vie des grands hommes et par ce biais, justement, l'accès à un passé qu'ils n'ont pas connu et qui est parfois tout récent.
Alors vous le disiez tout à l'heure, la conscience de l'histoire prend racine chez son propre père, Thomas Alexandre, qui est un proche de Bonaparte, même s'il va s'en éloigner, pardon. Alexandre voit une grande admiration pour son père. C'est une figure héroïque majeure pour Alexandre Dumas, qui a perdu son père trop tôt. Vous avez rappelé qu'il avait été proche de Bonaparte, effectivement. Donc Alexandre Dumas, père, Thomas Alexandre, c'est quelqu'un qui a vraiment un destin absolument hors norme. C'est d'abord le fils d'une esclave et d'un marquis normand qui a été rejoindre son frère qui avait une grande plantation à Saint-Domingue, qui donc deviendra Haïti. Et donc ce marquis, David de la Pailleterie, n'a pas grand goût pour le travail, s'éprend d'une esclave locale, Marie Cécette Dumas, et s'enfuit avec elle. Il a avec elle 4 enfants, l'aîné est celui qui deviendra le général Dumas. Et je disais que c'était un parcours exceptionnel parce que ce garçon commence par être vendu comme esclave, a priori, pour permettre à son père de regagner la France. Mais son père le fait revenir en France, enfin venir, pas revenir, il le fait venir en France, il lui donne une éducation aristocratique, et Thomas Alexandre s'engage dans l'armée, où, à la faveur de la Révolution, il va avoir une carrière époustouflante. Il est général. Il est général très rapidement. Il gravit les échelons très rapidement. En 2-3 ans, il a le commandement d'un corps d'une armée entière, c'est toute l'armée de l'Ouest, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et il se rapproche de Bonaparte à ce moment-là, et il suit Bonaparte jusqu'en Égypte au moment de l'expédition d'Égypte, en 1799. C'est au moment où Bonaparte réfléchit sans doute déjà à la suite, et d'après Dumas, l'écrivain, son père se rend compte en Égypte que Bonaparte poursuit une ambition personnelle et décide de se séparer de lui un petit peu avec pertes et fracas, s'attirant la rancune définitive de celui qui commençait est devenu ensuite empereur. Et je disais que Dumas avait perdu son père très jeune, puisque en rentrant d'Égypte, le général Dumas est arrêté en Italie comme français, à un moment où les deux pays sont en guerre. Je vais peut-être pas rentrer dans le détail. Il passe un certain nombre de mois dans les geôles italiennes, où le traitement qu'il subit dégrade énormément sa santé. Et donc, lorsqu'il rentre en France, il n'a que quelques mois finalement à passer avec son fils, et il meurt quand Alexandre Dumas a à peine 4 ans. Bien qu'il l'ait perdu très jeune, parce qu'il l'a perdu très jeune, parce que peut-être sa mère lui a transmis la geste héroïque du père aussi dans des récits familiaux, Dumas garde des images extrêmement fortes de la musculature athlétique de son père, qui montait à cheval, qui pouvait plonger pour sauver un homme qui se noyait. Il a aussi tous les souvenirs et tous les récits des actions héroïques de son père au combat. Et ces récits ne sont pas uniquement tirés de l'imagination de Dumas qui brode. Il est cité au bulletin des armées. C'est tout à fait répertorié qu'il a tenu tête tout seul à un régiment entier d'Autrichiens sur un pont. Enfin, tout un tas d'actions comme ça qui font que très tôt pour Dumas, l'histoire, c'est une geste épique qui a pour héros papa, effectivement. Et on trouve des avatars de cette figure paternelle dans un certain nombre de ses romans. Alors nous avons dit que nous n'allions pas évoquer sa vie, qui est extrêmement riche. Je renvoie nos auditeurs à votre biographie, mais je souhaiterais quand même m'arrêter à un moment particulier. Au fond, Dumas se met au récit historique assez tardivement. Entre-temps, à 21 ans, il entre au service du duc d'Orléans et, dites-vous, c'est un moment absolument décisif de son existence. Effectivement, parce que donc il est monté à Paris, pour devenir quelqu'un, comme bien souvent dans la vie et dans la littérature au XIXe siècle. Et dans les bureaux du duc d'Orléans, il rencontre un collègue
qui lui ouvre des horizons littéraires qui lui étaient jusqu'ici inconnus. Lassagne. Lassagne, absolument. Jusque-là, Dumas a lu de la littérature néoclassique, des gens qui aujourd'hui ne sont pas considérés comme des auteurs de premier plan ou qui ne sont pas passés à la postérité au même titre, par exemple, que la génération romantique juste après. Et donc Lassagne, non seulement lui dit qu'il faut lire du Hugo, mais Lassagne lui dit qu'il faut lire de la littérature étrangère. Il lui dit qu'il faut lire Shakespeare, il lui dit qu'il faut lire surtout Walter Scott et qu'il faut lire James Fenimore Cooper. Et c'est vrai que c'est dans ce creuset-là, d'une certaine façon, que Dumas va se forger sa conception de ce que peut être la littérature et de ce que peut être la représentation de l'histoire en littérature, c'est-à-dire quelque chose qui doit être vivant, quelque chose qui doit être épique, quelque chose qui doit être pittoresque, quelque chose qui doit faire palpiter le lecteur, quelque chose qui doit surtout contenir des passions, de l'aventure, des passions, de l'épopée. C'est un moment extrêmement important aussi parce que au contact du duc d'Orléans, il ne le voyait pas non plus complètement régulièrement, mais Dumas aussi affine sa conscience politique. Il développe une amitié très très forte avec le fils du duc d'Orléans qui se tue accidentellement quelques années plus tard. Il est dans l'opposition par rapport au duc d'Orléans, mais il travaille quand même dans ses bureaux. Il fait des pièces dans lesquelles son engagement et sa révolte contre la société sont tout à fait explicites. Mais il a un certain respect pour celui qui est son employeur et pour celui qui incarne par rapport aux Bourbons, en tout cas pour un temps, l'espoir d'une forme de modernité et quelque part d'une ouverture. Démocratisation, c'est trop fort, mais l'espoir d'une ouverture, en tout cas. Est-ce que, en conséquence, son engagement politique précède son engagement pour l'histoire ? Oui, si on considère que cet engagement politique, il l'a hérité, là encore, de son père. Alors, vous allez me dire, c'est une construction rétrospective, mais c'est quelque chose qui est prégnant chez lui. Dans ses mémoires, Dumas raconte que, très très jeune, vers 11-12 ans, sa mère lui dit, là il y a eu une restauration, tu peux t'appeler Alexandre Dumas comme ton papa, à ce moment-là toutes les carrières te seront fermées, toutes les places te seront refusées parce que tu es le fils d'un républicain, et là c'est les Bourbons qui sont revenus au pouvoir en 1815, ou tu peux t'appeler David de la Pailleterie comme ton grand-père, et à ce moment-là il n'y a pas de problème, tu auras une carrière. Et Dumas raconte et c'est mis en scène. Il raconte dans ses mémoires qu'il dit à sa mère, c'est tout vu, je serai Alexandre Dumas, évidemment, donc je suis républicain par héritage. Pourquoi je dis qu'il y a aussi une part de reconstruction ? Parce que pour tout ce qui est acte notarié et administratif, Dumas a toujours signé David de la Pailleterie. Et lorsqu'il s'est agi de lui contester son titre de marquis, Dumas était prêt à se battre en duel et à intenter procès à ceux qui l'ont fait. Pas par orgueil aristocratique, je crois, mais parce qu'il s'agissait de défendre une identité complète, de rejeter des accusations de bâtardise, et probablement que ça faisait partie de son identité, y compris paternelle. Mais pour ce qui est de sa personne publique, pour ce qui est de son œuvre artistique, il a toujours signé Dumas comme son père, et il a toujours considéré, et il a toujours dit que ses opinions républicaines datent de son enfance. Vous disiez son engagement républicain a précédé son rapport à l'histoire. Alors, même dans les premiers textes qu'il écrit en collaboration avec son ami Leven quand il est encore à Villers-Cotterêts, il y a quelque chose comme une inspiration historique parce que c'est un petit peu l'air du temps quand même. C'est-à-dire que on sait qu'il a essayé d'écrire une pièce autour des Abencerrages parce que probablement c'était l'influence de Chateaubriand et du mouvement romantique. On sait qu'il a essayé d'écrire une pièce qui a pour cadre l'Empire napoléonien. Donc l'histoire est là, si vous voulez, mais la réflexion sur l'histoire, effectivement, est plus tardive. Et postérieure. Et pour le coup, elle découle de cet engagement républicain. On ne peut pas comprendre cette société sans voir le fait que l'art littéraire, quel qu'il soit, est indissociable de la politique. Oui, on peut dire que c'est vraiment un siècle où littérature et politique vont de pair. Et c'est vrai que pour Dumas en particulier,
quelque part, il est romantique parce qu'il est républicain et il est républicain parce qu'il est romantique. Alors vous pourriez me dire, oui, mais les premiers romantiques ne sont pas républicains, au contraire, Chateaubriand, tout ça, enfin, ils sont plutôt tout à l'opposé. Mais là encore, pour vraiment résumer à très très grands traits, le romantisme qui était libéral et avant-gardiste en art et plutôt conservateur politiquement, ce premier romantisme-là, se transforme et l'engagement politique rejoint, si vous voulez, l'engagement littéraire aux alentours de 1830. Ça correspond aussi au moment où Hugo passe à la République, après avoir été monarchiste lui aussi. Et donc, on avait une première situation qui était un peu à front renversé, parce qu'en gros, les libéraux, politiquement, étaient conservateurs, artistiquement, puisqu'ils étaient néoclassiques, et les romantiques, qui étaient avant-gardistes littérairement, étaient plutôt conservateurs politiquement, puisqu'ils étaient plutôt royalistes. Et la bascule, en quelque sorte, se fait aux alentours de 1830. Mais tout ça vous démontre effectivement que, oui, littérature et engagement politique vont de pair, très clairement. Je reçois Isabelle Zaffa, agrégée de lettres modernes et docteur en littérature française, auteur d'une biographie d'Alexandre Dumas parue chez PUF, et nous évoquons donc les liens de Dumas avec l'histoire. Quand est-ce qu'il se met à étudier sérieusement l'histoire de France? Quand est-ce qu'il voit là une matière, l'histoire, à transcender, à transmettre aussi? Alors, il s'y intéresse dès les premiers mois dans les bureaux du duc d'Orléans, puisque c'est là donc 1921, 22, deuxième 23. Moitié, disons, Ouais. des années 1820, puisque c'est dans ces bureaux qu'il tombe sur un volume d'Anquetil, historien de l'époque, qui raconte, parmi d'autres choses, une anecdote du temps de Henri III, donc au XVIe siècle, qui va lui inspirer Henri III et sa cour, 1829. Mais à ce moment-là, j'ai envie de dire, l'histoire, c'est encore quelque chose d'un peu pittoresque, sans doute, pour projeter des événements dramatiques. Le moment où il commence vraiment à étudier l'histoire, il le dit d'ailleurs dans ses mémoires que c'est un moment où il devait apprendre l'histoire, et donc pour apprendre l'histoire aux gens, il a fallu qu'il l'étudie lui-même. Et donc c'est 1832 avec Gaulle et France, qui est une espèce d'essai historique, essai de réflexion historique comme il s'en faisait beaucoup à l'époque, dans lequel Dumas entreprend de brosser l'émergence de la nation française, de ce concept de nation. Il se dit que il la situe comme les historiens libéraux à l'époque au Moyen-Âge, et il réfléchit à la manière dont l'histoire de France, du Moyen-Âge à la Révolution, s'est développée. Et donc pour ça, il va lire Augustin Thierry, il va lire les essais historiques de Chateaubriand, il va faire beaucoup de recherches, et ça va donner cette synthèse assez curieuse qui est Gaulle et France, dans laquelle il montre finalement comment, par étapes successives, la monarchie s'abaisse graduellement, et comment finalement l'avènement, de son point de vue évidemment, l'avènement de la République est inéluctable. Il le fait d'une manière assez originale, je disais, parce qu'il s'intéresse notamment aux structures de propriété. Et pour le dire un peu grossièrement, il montre qu'en gros, plus la propriété se morcelle, plus il est difficile de soutenir la monarchie, parce que les grands vassaux étaient de très grands propriétaires terriens, et que, à mesure qu'on avance dans le temps, si vous voulez, la propriété se réduit, et qu'à partir du moment où il y a plein de petits propriétaires, la monarchie n'a plus de soutien naturel, et par contre, la République a des propriétaires tout à fait contents de défendre un régime dans lequel ils peuvent être propriétaires. Est-ce qu'il se présente lui-même comme historien? Est-ce que cette conversion à l'histoire, cette volonté de découvrir à la fois Michelet, on va en reparler, mais Augustin Thierry et les autres, est-ce que oui, ça l'amène à se considérer comme, à côté de l'auteur de théâtre qu'il est, un historien qui naît? Alors, il se proclame historien, mais ça ne vient pas tout de suite. En fait, au XIXe siècle, la discipline historique se construit, se constitue et se sépare des belles lettres, absolument. Et au moment où elle est encore en train de se construire, d'une certaine façon, les historiens
au sens de chroniqueur, n'ont pas extrêmement bonne presse parce que pour d'ailleurs un Augustin Thierry, pour un Michelet et donc pour un Dumas qui s'aligne sur ce discours-là, jusque-là l'histoire c'était une suite de dates un petit peu ennuyeuses, d'effets bruts, sans aucune mise en récit en fait. Et on retrouve la même métaphore chez Dumas, chez Michelet, chez Augustin Thierry pour dire l'histoire c'était une suite de squelettes, c'était des gens morts. Et donc il faudrait qu'il y ait un récit historique qui fasse revivre tout ce passé, qui l'anime, et de manière à ce que ce ne soit pas qu'un monceau de cadavres. Et donc le terme d'historien, au moment où Dumas commence à écrire, c'est un terme dont on peut comprendre qu'il le considère plutôt comme quelque chose de péjoratif, parce qu'en gros, ça veut dire tâcheron, tout juste bon à retranscrire de manière un petit peu bornée une suite de dates, sans interpréter, sans donner l'avis. Et au fur et à mesure que justement l'histoire s'élabore avec cette première génération des historiens libéraux de 1820, et avec Jules Michelet notamment, il y a en quelque sorte une plus-value à se présenter comme historien, là où Dumas aimait beaucoup se présenter comme poète. Pas poète au sens de quelqu'un qui fait des vers, mais au sens de quelqu'un qui crée une œuvre d'art. Et au sens aristotélicien de poète, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans le vrai, alors que l'histoire est dans le contingent, alors que la poésie est dans l'ordre des vérités morales. Et donc c'est plus prestigieux. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le siècle et que l'histoire gagne ses lettres de noblesse, Dumas se positionne comme historien. Alors, il est dans une posture un peu intermédiaire, parce qu'il dit tout le temps moi je prends tout chez Jules Michelet, c'est mon grand homme, c'est mon collaborateur principal. Quand il commence à s'intéresser à l'histoire de la Révolution par exemple, il dit là je vais encore citer Michelet, je me le donne moi-même pour collaborateur, et il multiplie les hommages à Michelet dans ces 4 romans de la Révolution, et de plus en plus il dit je suis aussi historien. Il fait des comparaisons en disant laissez cette page à l'historien, le romancier aura la page suivante. Et à ce moment-là, le terme d'historien a pour lui le sens quelque part aussi de justicier, parce que sa conception de l'histoire, là encore en partie héritée de celle de Jules Michelet, c'est qu'il s'agit de rendre justice aux morts. Et il s'agit parce que Michelet se voulait prophète, se voulait celui qui redonnait la parole aux morts, qui leur redonnait leur dignité et leur place. Et donc pour Dumas, historien, c'est un peu justicier dans ce sens-là, de réparer des oublis, de défendre une mémoire qu'il considère comme mal défendue ou oubliée, et ça revient beaucoup notamment dans ses romans de la Révolution, quand il veut par exemple qu'on juge équitablement quelqu'un comme Pichegru, quand il veut qu'on juge équitablement quelqu'un comme Dumouriez, qui a quelque part sauvé la Révolution à Valmy, et qui l'a trahi un petit peu plus tard, ou qui a fait des choses plus répréhensibles. C'est aussi évidemment donner la parole aux humbles, c'est aussi évidemment représenter le peuple, et représenter un peuple héroïque. Et là encore, il y a une évolution dans son écriture romanesque, puisque les premiers romans historiques sont des romans où l'histoire est un cadre dans lequel évoluent des personnages quand même aristocratiques, comme les mousquetaires, et au fur et à mesure qu'on avance dans les romans, et par exemple, je pense encore une fois au roman de la Révolution, on a des héros qui sont issus du peuple. Il a connu Michelet ? Il a connu Michelet, il a entretenu une correspondance avec lui, et tout porte à croire qu'il l'a lu d'assez près, puisque il n'hésite pas dans sa correspondance à lui poser des questions très précises. Par exemple, sur tel point d'interprétation de la Révolution, il lui dit j'ai lu dans votre livre chapitre tant, dans votre histoire de la Révolution, que Robespierre avait fait ceci ou cela. Est-ce que vous êtes d'accord de dire que Thermidor c'est comme ci ou c'est comme ça? Donc il y a eu un échange entre eux. Vraisemblablement, Michelet avait de la sympathie pour Dumas. Il lui a écrit à un moment donné qu'il avait appris plus d'histoire au peuple que tous les historiens réunis, et Dumas dit il faudra m'en faire une épitaphe. Mais probablement aussi que cette sympathie était un petit peu condescendante quand même, mais elle existait. Donc l'histoire dumasienne est une histoire engagée, c'est aussi une histoire incarné comme Michelet, je ne sais plus qui disait, Michelet fait de la pensée avec son cœur, Dumas fait de la pensée aussi avec son cœur. Oui, c'est une histoire engagée. Et effectivement, je vous disais tout à l'heure, le poète, c'est celui qui est dans le
dans l'ordre des vérités morales, il assume dans ses romans sa sympathie pour le camp des vaincus, même quand le camp des vaincus appartient idéologiquement au parti qu'il peut condamner. Je pense par exemple aux Vendéens, et plus largement à la famille royale. Pour les Vendéens, il les met en scène comme des insurgés héroïques, tout en considérant qu'ils sont du mauvais côté de l'histoire et qu'ils se trompent. Mais il leur reconnaît qu'ils se trompent sincèrement et que dans leur fourvoiement, il y a de la grandeur et de l'héroïsme qu'il faut reconnaître aussi. Idem pour la représentation qu'il fait de la famille royale dans l'avant-propos qu'il donne au collier de la reine, donc où il est question de Marie-Antoinette et de la fameuse affaire du collier. Donc on est avant la Révolution évidemment. Il dit notamment rien ne sera hasardé sur la femme, on ne s'interdira pas de condamner politiquement la reine ni d'avoir de la compassion en gros pour la femme. Et donc il dit que entre les deux, entre la louange erronée et la critique radicale, lui suivra une troisième ligne impartiale qu'il appelle la ligne rêveuse de la poésie. Et donc c'est en ce sens-là que je disais que ce parti pris-là lui permettait d'assumer un engagement républicain et en même temps de faire valoir qu'on pouvait être quelque chose politiquement et avoir quand même des regrets et de la sympathie. Et ça correspond à quelque chose qu'il pratiquait dans sa vie et dans ses engagements politiques en dehors de la fiction, puisque au moment de la Révolution de 1848, qui renverse le trône de Louis-Philippe, Dumas écrit une lettre ouverte à son deuxième fils, le duc de Montpensier, pour dire que le titre d'ami dont il se vantait quand le prince habitait les Tuileries, maintenant que le prince est en exil, il le réclame. Il fait également une protestation publique pour dire que la République est assez grande pour garder la statue de Louis-Philippe debout, alors que le trône de Louis-Philippe est tombé. Alors, 1836, il devient feuilletoniste et c'est très important en fait, cette nouvelle en quelque sorte technique de transmission du savoir. Qu'est-ce qu'un feuilleton ? Un feuilleton, c'est un récit qui est conçu pour se poursuivre de jour en jour, avec la suite au lendemain, selon la formule consacrée, et qui doit donc s'arranger pour captiver le lecteur de manière à ce qu'il ait toujours envie de lire cette suite. Et d'un point de vue économique et publicitaire, c'est un formidable produit d'appel c'est la série de l'époque, au fond. C'est la série de l'époque, absolument. Et c'est un produit d'appel que trouvent des entrepreneurs journalistiques de génie, ce qui leur permet de faire une presse à bon marché et de diviser le prix de l'abonnement et de vendre le journal peu cher, parce qu'ils savent que au rez-de-chaussée, c'est-à-dire le bas de page du journal, il y a ce fameux feuilleton qui garantit que le lecteur sera fidèle au rendez-vous. Il écrit beaucoup, Dumas. On lui reproche d'ailleurs d'écrire énormément. Il y a même la fameuse expression d'avoir un nègre qui vient de lui, au fond. Qui a été effectivement bien popularisé en ce qui le concernait, et qui était tout à fait justifié. Dumas a beaucoup écrit en collaboration, d'abord au théâtre, où c'était une pratique tout à fait admise. Oui. Et donc ça ne dérangeait pas qu'on écrive des pièces en collaboration. Et ensuite, la notion de droit d'auteur est une notion très nouvelle au fond. Mais même sans ça, c'est-à-dire que quand on écrivait en collaboration, on pouvait tout à fait se partager des droits. Oui. Et même lorsqu'il a écrit des romans en collaboration, il y avait des accords contractuels avec Maquet, qui a été son nègre principal, avec Cherville plus tard. Il y avait des arrangements financiers. Et ce qui est amusant, c'est qu'il n'en faisait pas mystère. Alors, pour certaines œuvres, il le disait moins, mais pour beaucoup de ses œuvres écrites en collaboration, ce n'était ni caché, ni sans bénéfice pour les collaborateurs. Mais on le lui a reproché pour, à mon avis, 3 raisons. D'une part, le roman, contrairement au théâtre, était plutôt considéré comme une production individuelle. Ce qui est amusant, c'est que c'est aussi le moment où le roman devient quelque chose de sérieux, alors qu'au début du 19e siècle, c'est un genre encore considéré comme mineur. Mais à partir du moment où c'est sérieux, il faut le faire tout seul. Deuxièmement, donc première chose, il y a ça. Deuxième chose, le romantisme aussi a contribué à populariser l'idée qu'un auteur ou un artiste, c'était quand même un génie un peu solitaire.
Et donc l'idée d'une collaboration gênait probablement ça. Troisièmement, il faut quand même le dire, il y a le racisme. Parce que la principale attaque qui a contribué à populariser ce terme de nègre vient d'un certain Eugène de Mirecourt, qui est un plumitif un peu frustré et particulièrement remonté contre les origines de Dumas, qui produit en 1945 un pamphlet dans lequel il dit « Vous grattez l'écorce du marquis et vous trouvez le nègre ». Donc la raison pour laquelle il attaque Dumas est quand même tout à fait explicite. Il fait de très longs développements particulièrement haineux pour expliquer que finalement, si Dumas écrit en collaboration, c'est bien la preuve qu'il est taré, au sens où il manque de génie, et c'est bien la preuve que le fait qu'il ait des origines africaines confirme une forme d'infériorité. Et le terme de nègre, qui est utilisé à dessein par Mirecourt de manière insultante, contient aussi cette accusation qui est que c'est quand même le comble pour quelqu'un qui a des origines africaines d'employer des blancs à son service. Il y a aussi ça. Je pense, dans l'accusation de Mirecourt. Et c'est quelque chose qui poursuit Dumas toute sa vie. Alors encore une fois, c'est tout à fait vrai qu'il a écrit en collaboration, c'est tout à fait vrai qu'il y avait de la collaboration d'une bonne qualité et des choses moins bonnes. Comment travaille-t-il son histoire ? Alors il lit beaucoup. Il lit. Maquet prépare beaucoup de choses. Alors lui lit des choses. Il demande à Maquet de préparer des choses. Alors vous m'avez posé la question par rapport à l'histoire. Plutôt par rapport à la collaboration ou par rapport à l'histoire ? Par rapport à l'histoire. Par rapport à l'histoire, lui lit pas mal. Il envoie des gens aux archives. On sait qu'il l'a fait pour les archives italiennes parce qu'il est un des premiers à pouvoir accéder à ces archives italiennes. En 1860, quand il suit Garibaldi en Sicile, et il y reste un moment, il envoie des gens lire les archives pour lui et lui faire des comptes rendus. Il lui arrive également de lire des documents d'archives. Il lit aussi beaucoup de compilations. À l'époque, je vous avais parlé tout à l'heure des mémoires apocryphes ou non qui étaient publiés. Il lit énormément de choses comme ça. Il lit des chroniqueurs comme Pierre de l'Étoile. Il lit des historiens. Il lit Jules Michelet. Il lit aussi Louis Blanc. Enfin, donc des historiens de tout bord politique. Il fait éventuellement préparer. C'était le cas pour Maquet qui était historien de formation. Il fait préparer par Maquet un certain nombre de choses qu'il va ensuite reprendre, auxquelles il va ajouter des dialogues, qu'il va dramatiser davantage, mettre en scène davantage. Il transcende en quelque sorte l'œuvre. Quand décide-t-il d'utiliser le personnage de D'Artagnan pour la première fois ? Au moment des Trois Mousquetaires, donc en 1844, justement, je vous disais, il lit des compilations des mémoires parfois apocryphes. Il tombe sur les mémoires de D'Artagnan par Courty de Sandras. Donc c'est un texte effectivement apocryphe, et ça lui donne l'idée des Trois Mousquetaires. C'est une figure du peuple, D'Artagnan, ou une figure aristocratique ? Alors c'est une question particulièrement intéressante parce que je vais vous répondre les deux, pas pour vous faire une réponse de Normand, mais D'Artagnan est un cadet de Gascogne, donc de petite noblesse. C'est une figure aristocratique pas uniquement en raison de sa naissance qui est relativement modeste, mais en raison de son parcours, en raison du XVIIe siècle dans lequel il évolue et en raison de l'idéologie aristocratique qui sous-tend le personnage de fiction que Dumas construit. D'Artagnan et les mousquetaires, c'est le sens de l'honneur, c'est le duel pour défendre cet honneur, c'est le service du roi, avant toute chose. Mais c'est en même temps un personnage populaire parce que Dumas a doté ce D'Artagnan d'un certain nombre de caractéristiques qui en font un héros populaire. Il vient de Gascogne, et à ce titre, il représente une partie de la France, qui, dans ces années de roman national et de construction d'une représentation idéalisée de la nation française, est une des composantes de la nation française. Ces Gascons sont une des composantes de notre terroir, d'une certaine façon. C'est par ailleurs un héros qui a de la gouaille, qui a de la faconde, qui discute beaucoup, qui a de la répartie. C'est un héros qui est rusé aussi. Et ce sont des caractéristiques qui sont, je vais dire, plus populaires qu'aristocratiques, très clairement. C'est aussi un héros qui s'embourgeoise. Parce que D'Artagnan, au fil du cycle des mousquetaires, parce qu'il y a les Trois Mousquetaires, mais aussi 20 ans après, le Vicomte de Bragelonne, D'Artagnan acquiert un cabaret,
et loue très bourgeoisement des places dans son cabaret à une rente avec des placements. Dans 20 ans, dans le Vicomte de Bragelonne, il envisage la restauration de Charles II quasiment comme une spéculation financière. Et il s'associe d'ailleurs pour ça avec son ancien valet Planchet, qui est devenu confiseur. Donc il y a une forme d'embourgeoisement qui fait que D'Artagnan a les deux composantes. Et c'est quelque chose que Dumas a beaucoup recherché dans ses romans historiques particulièrement, cette idée de la synthèse entre l'élément aristocratique et l'élément populaire. C'est quelque chose qu'il a recherché de manière tout à fait explicite. Donc malgré tout, il y a une forme de valorisation de l'Ancien Régime. Il y a une nostalgie pour des valeurs, non pas entendues au sens de hiérarchie sociale et d'idéologie, mais au sens de valeurs romanesques. C'est-à-dire que pour Dumas, l'ancien régime est chevaleresque, l'ancien régime est héroïque. L'ancien régime est l'époque de l'aventure. C'est pas du tout qu'il regrette la monarchie en tant que système inégalitaire, mais plutôt qu'en tant qu'espace ou les espaces de projection héroïque. Il dit dans Les Trois Mousquetaires à propos du siècle de Louis XIII que c'était un temps de liberté moindre mais d'indépendance plus grande. Comment Dumas a-t-il réussi au fond à gouverner notre propre vision de l'histoire? Parce que, alors dans une autre vie professionnelle, je me souviens sur une autre antenne, j'ai interviewé des historiens, des intellectuels, et je leur posais une forme de questionnaire à la Proust, mais consacré à l'histoire. Et leur premier souvenir d'histoire, c'était, dans 7 cas sur 10, Alexandre Dumas. Je crois qu'il fait rêver les gens à l'histoire de France parce qu'il associe pour eux cette histoire justement à des cavalcades, des chevauchées, des duels, des bons mots, de la répartie, parce que les Trois Mousquetaires et le Comte de Monte Cristo sont devenus des mythes. En fait, ils ont eu une extraordinaire fortune populaire, que ce soit dans les suites qu'on leur a donné même au XIXe siècle. Vous avez D'Artagnan contre Cyrano, le fils de Porthos, enfin vous avez des tas de gens qui ont voulu reprendre le filon, parfois avec l'aval de Dumas, parce que ça a donné des films, ça a donné des séries, ça a donné même maintenant des mangas et des bandes dessinées. Ce sont des personnages, que ce soit les Mousquetaires d'une part ou le Comte de Monte Cristo de l'autre, qui ont alimenté, à partir du moment où ils ont été créés par Dumas et jusqu'à aujourd'hui, un flot continuel de production médiatique sur des supports médiatiques divers. Et donc vous disiez la vocation d'historien, ou en tout cas une représentation de l'histoire, c'est quand même très frappant que dans les grosses productions hollywoodiennes, on aille chercher encore les Trois Mousquetaires et que les Américains se représentent l'Ancien Régime comme l'époque de D'Artagnan, de tous pour un pour tous, de Louis XIII et du méchant cardinal de Richelieu, ce en quoi ils ne le lisent pas complètement, puisque Dumas réhabilite évidemment la figure de Richelieu dans ses romans aussi. Voilà, Richelieu n'était pas un méchant. Est-ce qu'il fut meilleur romancier historien qu'auteur de théâtre ? C'est une question un peu qui cherche l'objectivité, mais après... on va laisser votre cœur parler. Alors, je dirais que c'est un théâtre qui est peut-être plus daté que ses romans, et que ses romans se lisent peut-être plus facilement. Non, ce serait faux de dire ça. Il n'aurait pas pu être le romancier qu'il a été, en tout cas, sans avoir été d'abord un dramaturge, parce que ses romans sont écrits comme du théâtre. Ces romans, il y a une mise en espace dans ces romans, il y a du dialogue dans ces romans, qui fait que les romans sont vivants et qu'on a envie de les lire. Je dirais que peut-être que le théâtre a un peu plus vieilli, encore que, si vous me permettez cette anecdote, lorsque j'étais encore enseignante en lycée, j'ai fait Antony, donc drame en habit noir de Dumas avec des élèves de première, et ils ont adoré, parce que la passion paroxystique du héros, donc bâtard, en révolte sociale, leur avait énormément parlé. Donc je crois que c'est peut-être pas tant qu'il était meilleur romancier que dramaturge, que le fait que tout simplement on a moins joué ses pièces, alors que ses livres ont continué de se vendre plus longtemps. Je crois que c'est Claude Schopp qui disait à propos de Dumas, tout est vrai et tout est mensonge chez Dumas. C'est sa meilleure définition. C'est assez objectif, en ce sens que si vous voulez chercher des anachronismes chez Dumas, vous allez en trouver. Je veux dire, si vous voulez chercher même des bourdes, il y en a quelques-unes. Il y a de la pomme de terre au XVIIe siècle, un peu avant Parmentier, par exemple. Après, il y a des anachronismes que je crois volontaires.
C'est-à-dire que par exemple le concept de nation, il le met partout au Moyen-Âge, enfin dans ses romans sur le Moyen-Âge, ses romans sur la Renaissance, mais parce que pour lui il y a cette idée que providentiellement la nation a un devenir historique. Mais donc en ce sens-là, oui, il y a beaucoup de choses fausses. Évidemment, le général Monk n'est pas emprisonné dans une boîte pour être persuadé par Athos ensuite de restaurer, de remettre Charles II sur le trône d'Angleterre. Évidemment, sous l'échafaud de Charles Ier, il n'y a pas Athos. Donc oui, tout ça c'est faux. Mais tout est vrai aussi parce que malgré ces anachronismes, ces partis pris, ces choses-là, Dumas parvient, je crois, à restituer une atmosphère qui est plus que vraisemblable. Je dirais que du point de vue des mœurs, du point de vue de la sensibilité, il a souvent touché assez juste. Je vous donne un exemple. Dans Le Vicomte de Bragelonne, Colbert décide de remplacer les rubans d'argent des Suisses par de faux rubans, parce qu'il trouve que ça coûte trop cher. Évidemment, Colbert n'a jamais fait ça. Mais, donc ça c'est faux, historiquement. Mais il est vrai que de Fouquet à Colbert, on passe d'un régime de la munificence baroque à une économie mercantile avec un but précis. Donc vous voyez, oui, historiquement c'est faux, mais symboliquement c'est assez bien vu. Donc il ne faut pas le détester, au contraire il faut le porter, il faut aimer cet aspect, enfin cette capacité à décrire les mœurs telles qu'ils ont sûrement été. Encore une fois, c'est pas tel que ça a sûrement été. Enfin, je pense qu'il faut pas chercher chez Dumas quelque chose qu'il n'a jamais prétendu faire. Et il ne faut pas non plus. C'est peut-être ça, c'est-à-dire que sa très grande popularité l'a desservi d'une certaine façon, parce que l'image qu'on a tous de Dumas, c'est les mousquetaires courant après les ferrets de la reine. Et en général, c'est une image que le grand public conserve plutôt d'après des films ou des séries. Et vraiment, la fiction dumasienne est plus complexe que ça. Ce qui n'empêche pas qu'elle soit drôle, qu'elle soit... je reviens là-dessus parce qu'on le dit pas assez... en tout cas, moi, j'oublie souvent de le dire. Dumas, c'est souvent très drôle. Il y a beaucoup d'humour, c'est facile à lire, c'est passionnant, c'est palpitant, et donc on en déduit que c'est forcément mauvais ou de piètre qualité parce que ça nous entraîne. Or, sa très grande force, et c'est pour ça que je pense qu'il faudrait le défendre, c'est que au XIXe siècle, on pouvait être populaire et de qualité. C'était pas antinomique. Eh bien, c'est sur ce paradoxe que nous allons nous quitter. Merci beaucoup Isabelle Zaffa d'être venue de Lille à notre micro. Alexandre Dumas, un petit livre paru aux presses universitaires de France, et puis votre thèse de doctorat consacrée au roman de l'histoire dans l'œuvre d'Alexandre Dumas père. Elle s'intitule Du temps retrouvé au temps réfléchi, un ouvrage qui paraîtra l'année prochaine chez Honoré Champion. Merci beaucoup, et je vous donne rendez-vous, chers auditeurs, la semaine prochaine pour un nouveau numéro, une nouvelle émission, tout simplement, soit de nos cours d'histoire, soit de nos grands entretiens. Merci beaucoup et restez fidèles à Storia Voce.